Le chef de l'État instruit l'ensemble des réformateurs et contributeurs concernés à redoubler les efforts afin d'atteindre des niveaux de performance conformes aux objectifs leur assignés. Félix Tshisekedi l'a dit lors du 71e Conseil des ministres. Détournement des fonds, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable mais non fondée les deux requêtes de Constant Moutamba à l'audience publique de vendredi 19 décembre 2025 organisée dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Et puis les mandats de la MONUSCO a été renouvelé vendredi soir à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une durée d'1 an supplémentaire. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour vous informer. 71e Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs sujets étaient au menu de cette réunion du Conseil des ministres. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Rufus Lukanga. Le président de la République a pris connaissance des conclusions de la première réunion de la commission technique des suivis des ministères réformateurs tenue le 1er décembre 2025. Cette évaluation relève certaines avancées par rapport aux services antérieurs, traduisant une dynamique d'amélioration au sein de quelques départements ministériels. Toutefois, au regard de l'état global de mise en œuvre de réformes relatives au climat des affaires, les résultats enregistrés demeurent largement en deçà des objectifs fixés et des attentes légitimes de la nation. Cette contre-performance que le président de la République a jugée inacceptable compromet l'élan d'amélioration qu'il a engagé et retarde l'instauration d'un environnement favorable à l'investissement, à la croissance et à la création d'emplois. Il est dès lors impératif d'accélérer l'exécution de réformes et d'en assurer une mise en œuvre rigoureuse, coordonnée et orientée vers les résultats. Les pesanteurs administratives identifiées doivent être levées sans délai. Par conséquent, le président de la République a instruit l'ensemble des ministères réformateurs et contributeurs concernés à redoubler d'efforts afin d'atteindre des niveaux de performance conformes aux objectifs qui leur ont été assignés. Il a relevé par ailleurs la persistance de contraintes financières majeures entravant l'amélioration du climat des affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du guichet unique des créations d'entreprises, confronté à un déficit structurel compromettant son efficacité, ainsi que la poursuite et la finalisation du plan stratégique du climat des affaires. À cet effet, le président de la République a chargé la première ministre, sous la supervision de laquelle ces dossiers devront être suivis avec le concours de son cabinet, de veiller à ce que les ministres d'État, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement, en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde-sceaux, ainsi que le ministre des Finances, apportent sans tarder des solutions concrètes et durables au dossier du guichet unique de création d'entreprises, du plan stratégique du climat des affaires, ainsi qu'à l'ensemble des contraintes financières affectant les ministères réformateurs, tels qu'identifiés dans la matrice des points d'attention issus du rapport d'évaluation. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiamvita, a reçu dans son cabinet de travail André Flayot, ancien ministre fédéral de la Défense du Royaume de Belgique, dans son cabinet de travail en séjour dans la capitale congolaise, dans le cadre d'un projet avec la ville de Kinshasa. L'ancien haut fonctionnaire belge a salué la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Les deux personnalités ont échangé pendant 8 clos au sortir de cette audience. André Flayot a pensé croire fermement, comme ancien ministre de Défense belge, qu'il est important de s'inscrire dans un mouvement qui remet à l'ordre du jour la solidarité entre la République démocratique du Congo et la Belgique par les partages d'expériences. Il a par la même occasion salué l'engagement de la Belgique dans le renforcement des capacités de FARDC, mais également la récente visite
visite du ministre des Défenses et Commerce extérieur belge Théo Franklin. Et le mandat de la MONUSCO a été renouvelé vendredi soir à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une durée d'1 an supplémentaire. De ces faits, ce mandat va jusqu'au 20 décembre 2026. Cette décision, portée par une résolution présentée par la France, intervient alors que la mission avait entamé un processus de désengagement progressif, notamment avec son retrait du Sud Kivu après plus de 20 ans de présence. Ce Conseil a également dénoncé la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, pointant du doigt le Rwanda. Monsieur le Président, le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo, ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui au mécanisme agréé par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette implication. Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je le disais au sommaire, réunie en audience publique de vendredi 19 décembre 2025 dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a statué sur plusieurs dossiers inscrits à son rôle. Parmi les affaires examinées figuraient 2 requêtes introduites par l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. À l'issue des débats, la haute juridiction a jugé les 2 recours recevables sur la forme, mais les a déclarés non fondés sur le fond, rejetant ainsi l'ensemble des arguments constitutionnels avancés par l'ex-membre du gouvernement. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. David Luyeye. Il est président de l'intersyndicale de Kinshasa. Bonjour et bienvenue, M. David Luyeye. Bonjour, Madame Jenny. Comment vous allez? En tout cas, nous sommes en bonne santé par la grâce de Dieu. Voilà, pour commencer, est-ce que les relations entre l'intersyndicale de la ville de Kinshasa et l'exécutif provincial sont au beau fixe? En tout cas, je peux vous rassurer que les relations entre le banc syndical et le gouvernement provincial étaient au beau fixe par rapport au partenariat. Jadis, le travail du syndicat, c'est pas seulement les revendications, mais aussi l'accompagnement. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de travailler dans un partenariat qui est en train de se construire. Je peux vous rassurer que ce partenariat va se poursuivre dans les prochains jours. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et qu'en est-il des accords pris entre les deux parties? Je peux vous dire qu'il y a quelques accords qui ont été conclus ou dont les résultats ne pas tout à fait escomptés jusqu'à présent, mais il y a quand même eu quelques avancées par rapport à ce que nous avions conclu comme accord. Je peux vous rappeler que cette semaine, nous avions été avec le banc gouvernemental concernant la situation salariale du personnel qui faisait couler d'encre et de salive, mais c'est depuis le jeudi de cette semaine que le gouvernement provincial a pris l'engagement de respecter le premier palier de l'accord, c'est-à-dire de payer
quelques aérés qui avaient commencé depuis le jeudi de cette semaine et ça va se poursuivre pour le reste d'ici la semaine prochaine, mais également pour essayer au moins de terminer ces problèmes. Le gouvernement a décidé de se mettre autour d'une table avec le banc syndical, je crois d'ici la semaine prochaine, où il y aura la signature du protocole d'accord sur les cadres de concertation. C'est au centre de ces discussions que nous allons dégager des solutions appropriées par rapport à tous les problèmes que nous avons dans l'administration publique provinciale, notamment sur la situation des contentieux qui est liée sur l'administration, les réformes. Il y a aussi la rémunération de différents services publics pris en charge par le Trésor urbain qui devait faire aussi le point dans ces cadres de concertation qui va être signé entre le banc syndical et le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa qui sera la toute première depuis que l'hôtel de ville existe. Voilà. Et comme dans tous les cas, il ne manque jamais des critiques négatives. Le gouverneur de la ville est actuellement critiqué, vivement critiqué. Vous, en tant que président de l'intersyndicale de la ville de Kinshasa, quelle différence faites-vous dans la gestion du gouverneur actuel et de ses prédécesseurs? Je peux vous dire que, Madame Jenny, vous savez, comme on dit toujours, gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, nous avons l'habitude de critiquer, mais je peux vous rassurer que si aujourd'hui on prenait le même personne qui critique, on le met au centre de la gestion, et peut-être ils ne feront pas mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je peux aller dans le sens, par exemple, de notre administration publique de la ville. Aujourd'hui, le gouvernement provincial n'a fait qu'une année depuis son investiture, mais quand même, la situation d'augmentation de rémunération du personnel avait fait le point depuis le début de leur mandat, où vous allez constater qu'il y a des gens qui touchaient, qui bénéficiaient de rémunérations modiques. Mais il y a eu quand même un réajustement qui a été vraiment, je peux vous dire, qui a vraiment donner l'essence bonheur du personnel de la ville par rapport au précédent. Aujourd'hui encore, je peux vous rappeler que l'administration publique provinciale commence à construire quand même le partenariat avec le banc syndical. C'est que nous n'avons pas remarqué pendant les 5 dernières années où la gestion était gangriteriste, c'est-à-dire que le banc syndical ne pouvait pas se prononcer par rapport à ce qui concernait la situation du personnel des carrières des services publics de la ville de Kinshasa. Mais je peux aussi vous dire que le gouverneur de la ville doit aussi fournir des efforts actuellement, au-delà de ses critiques. Vous savez que toute critique n'est pas pour vous décourager, mais aussi pour vous pousser à mieux faire. Donc, je peux vous rassurer que le gouverneur doit faire un effort de pouvoir travailler mieux pour que la gestion de la ville soit participative. Donc, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a vraiment de la chance d'avoir tout autour de lui un banc syndical fort qui lui pousse à mieux travailler, et je pense que lorsque nous allons nous mettre, comme il nous a tendu la main, nous mettre autour d'une table pour discussion et pour des discussions des questions majeures le plus sensible de la ville, nous allons discuter ensemble avec lui. Je crois qu'aujourd'hui, grâce au gouverneur de la ville, il y a, je crois, un service qui s'occupe du patrimoine de la ville. Et ce service qu'on appelle aujourd'hui la Rimokine, je veux vous dire que non, ce service a été plusieurs fois interpellé par certains services par rapport à leur travail. Et c'est que nous aussi nous déplorons, parce que vous savez que lorsque le patrimoine de l'administration publique, c'est-à-dire le patrimoine de l'État est spolié et qu'il y a un service qui cherche à récupérer ces patrimoines pour les mettre au profit des ayants droit, et qu'il y a des crocs à jambes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, et parce qu'ils ont leur parapluie. Moi, je pense qu'en quelque sorte que l'autorité suprême, c'est-à-dire le chef de l'État, devait aussi s'impliquer. Donc, la gestion du gouverneur de la ville aujourd'hui peut avoir, aujourd'hui si nous pouvons les coter à notre niveau, il peut déjà avoir 50% des avancées. Donc pour nous, nous pensons que le gouverneur doit pas seulement s'arrêter là, mais il doit poursuivre sa vision et son programme d'action. Et je vous informe aussi en passant que d'ici l'année prochaine, le gouvernement provincial a prévu réajuster encore davantage la rémunération du personnel de la ville. Donc ça se trouve même dans le budget du projet du budgétaire de la ville. Donc dès que cela sera validé d'ici la semaine prochaine, le mercredi prochain, je crois que la ville de Kinshasa va avoir des fonctionnaires mieux rémunérés pour que les choses avancent. Mais nous allons seulement demander au gouverneur de pouvoir ne pas s'arrêter seulement là, mais de voir aussi de toucher dans certains secteurs où il y a trop de problèmes pour que les choses évoluent
Donc, je vois qu'il y a déjà les secteurs des transports qui aujourd'hui, vous avez trouvé les taxes de stationnement, des 500 francs des stationnements, qui n'étaient même pas bénéficiants par l'hôtel de ville. Il y a déjà qui s'étaient accaparés de bénéficier de cet argent. Et grâce à la gestion du gouvernement, on a suspendu cela pour que l'on puisse mettre ça au profit du personnel. Pour finir, M. Louis, dites-nous, quel est votre rôle en tant que banque syndicale? En quelques lignes. Je peux vous dire que le banque syndicale est là pour la promotion d'abord du dialogue social, mais aussi pour l'accompagnement de la bonne gouvernance. C'est-à-dire notre rôle, c'est d'accompagner le bas gouvernemental à mieux faire pour éradiquer certaines injustices sociales, mais également sur les travaux d'intérêt général. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur David Louyeye, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, merci, Madame Jenny. C'est moi qui dois vous remercier. C'était un plaisir pour moi de passer sur cet espace 50. Voilà. Merci. Et dans la province du Olomami, le chef de l'exécutif provincial Banza Mouloumé Marmon a regagné Kalemi, chef-lieu après une mission officielle à Kinshasa. Après son accueil à l'aéroport par la population, le gouverneur a fait une marche de soutien aux forces armées et à l'accord des paix de Washington prôné par le chef de l'État. Aussitôt arrivé, il a aussi présidé le Conseil provincial de sécurité. Après un séjour de travail marqué par sa participation à la séance solennelle du congrès consacré au discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmon, a regagné sa juridiction ce vendredi 19 décembre 2025. À sa descente d'avion, le gouverneur bâtisseur a été accueilli par les membres du Conseil provincial de sécurité, ovationné et accueilli ensuite dans une ambiance électrique par une foule impressionnante composée des mouvements de jeunes, membres du gouvernement, associations et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, notables et chefs coutumiers. Mouillé dans une marée humaine, le gouverneur Marmon Banza a fait une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'accord de paix de Washington et de Doha prôné par les chefs de l'État, en passant par des grandes artères de la ville de Kamina jusqu'au niveau du rond-point Ilungambidi, lieu choisi pour son adresse à la population. Après les mots de soutien de l'Union sacrée au commandant suprême, le patron de la province a prêché l'amour et l'unité pour un bon développement de la province dans son mot. Donc, le chef de l'exécutif provincial a présidé le conseil provincial de sécurité afin de jauger la situation sécuritaire dans le Olomami qui est relativement calme. Et le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, CODELT, une structure environnementale, a procédé à la restitution d'une analyse sur la contribution à la démarche de réforme de la politique forestière nationale en République démocratique du Congo lors d'un atelier organisé vendredi à Kinshasa. Objectif, recueillir les contributions, commentaires et suggestions des parties prenantes en vue de les consolider dans une version finale du rapport critique produit par la cellule de veille stratégique environnementale du ministère de l'Environnement. Le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, CODELT, a organisé un atelier de restitution de résultats de l'analyse sur les diagnostics du secteur forestier imposé du gouvernement. Cette enquête, réalisée par CODELT, a bénéficié de l'appui financier de Olof Palme Center. Dans une interview accordée à la presse au sortir de l'atelier, Augustin Poyi-Mbunga, conseiller technique principal du CODELT, a souligné que cette enquête vise à apporter une contribution au diagnostic du secteur forestier. Nous sommes dans une démarche citoyenne pour contribuer à l'enrichissement du diagnostic parce que vous savez que le diagnostic, il est important, essentiel, surtout quand on considère que nous sommes dans une démarche de formulation d'une politique forestière nationale. La politique, elle est appelée à se nourrir des données de diagnostic. C'est au fait une réponse aux problèmes majeurs qu'on a identifiés dans le diagnostic. Il y a déjà un certain parcours qui a été fait avec l'initiative portée par le ministère de l'Environnement. Un premier diagnostic a été réalisé, un document provisoire de politique forestière a été formulé et notre action s'inscrit dans la contribution
à l'enrichissement de ce rapport de diagnostic. Pour André Hilaire Kashikisha, directeur exécutif du CODELT, cet atelier a pour objectif de recueillir les contributions, commentaires et suggestions des parties prenantes en vue de les consolider dans une version finale du rapport critique produit par la cellule d'éveil stratégique environnemental du ministère de l'Environnement. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cet atelier, notamment un état des lieux du dispositif de gestion des plaintes liées aux projets forestiers et l'évaluation de l'état de reconnaissance et de la sécurisation des droits de l'État et des communautés locales sur les forêts essentiellement coutumiers en vue d'ouvrir la voie soit au maintien du système ou à son amélioration. L'objectif est de contribuer et améliorer les documents du projet du gouvernement. Grâce à l'enquête Stepwise, la République démocratique du Congo dispose des données fiables et actualisées sur les facteurs des risques des MNT. Le directeur général de l'Institut national des santé publique s'est réjoui des résultats obtenus à l'issue de la deuxième enquête nationale sur les facteurs des risques des maladies non transmissibles en République démocratique du Congo. Cette enquête permet, à l'en croire, au pays de disposer des données fiables et actualisées sur ces maladies. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à travers l'Institut national de santé publique a organisé un atelier de restitution de résultats de la deuxième enquête nationale sur les facteurs des risques de maladies non transmissibles en République démocratique du Congo. Dans son mot des bienvenus, le directeur général de l'INSP, Dieudonné Mwamba, a souligné que cette enquête vise à mettre à la disposition du pays des données fiables et actualisées. La République démocratique du Congo est aujourd'hui confrontée à un double fardeau sanitaire. Alors que les maladies transmissibles continuent de peser lourdement sur notre système de santé, les maladies non transmissibles progressent de façon silencieuse mais constante. Elles affectent de plus en plus de ménages, entraînent des décès prématurés, compromettent la productivité nationale et exposent de nombreuses familles à des dépenses de santé souvent catastrophiques. Président de travaux, Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, a salué la qualité du travail accompli par les équipes techniques et les enquêteurs des terrains. La croissance de la démographie fait que, à constance égale, le nombre total de personnes concernées est beaucoup plus élevé maintenant. Et donc c'est un problème de santé publique de plus en plus important. Je voudrais donc vous remercier pour cette étude en disant que pour nous, décideurs, c'est important de savoir comment décider. Et cette enquête vient répondre à cette question. De leur côté, les partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé, ont salué l'aboutissement de cette enquête et exprimé les souhaits de voir l'initiative s'étendre dans d'autres provinces. Les résultats de cette enquête montrent que la question des maladies non transmissibles et la question des facteurs de risque des maladies non transmissibles est une question centrale pour la santé publique. Les résultats de l'enquête relèvent encore les organisateurs que malgré une relative stabilité de certains facteurs des risques, la croissance démographique entraîne une augmentation significative du nombre de personnes exposées aux maladies non transmissibles. Et en marge de ces activités extra-parlementaires à Kinshasa, Clotilde Moutita, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, a posé un geste de solidarité touchant. Elle s'est rendue à l'orphelinat Mazarelo, dont la commune d'Engaliema, à Sangamamba, apportant vivres et réconfort aux jeunes filles orphelines. Un élan de cœur qui témoigne de l'engagement social de cet élu de Lubumbashi, bien au-delà de sa circonscription électorale. Loin de sa circonscription de Lubumbashi, c'est à Kinshasa que l'honorable Clotilde Moutita, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a posé un geste de cœur. En ces jours, elle s'est rendue à l'orphelinat Mazarelo, situé dans la commune de Ngaliema, où elle a partagé un moment de tendresse et de solidarité avec de jeunes filles orphelines. Avec une générosité empreinte de sincérité, l'honorable Clotilde Moutita leur a apporté une importante quantité de vivres, mais surtout un message d'espoir et d'attention. Est-ce que tous nous avons la joie? Même toi tu as la joie. Il y a une qui est entrée là-bas, il n'a pas la joie. Loin de projecteurs, elle a pris le temps d'échanger avec ses enfants, de les écouter et de leur rappeler qu'elle compte pour elles,
même au-delà des limites géographiques. La sœur gestionnaire de l'orphelinat, visiblement émue, a salué un geste qu'elle dit ne pas être le premier. Elle nous a toujours accompagnés. Elle est restée très active au sein de l'association des anciennes élèves de Don Bosco. Elle reste proche de nous malgré ses responsabilités. Aujourd'hui, comme elle travaille à Kinshasa, et dès qu'elle a appris que nous avions des enfants à l'orphelinat, elle a tenu à venir nous voir. Les pensionnaires ont également exprimé leur reconnaissance. L'une d'elles, porte-parole improvisée du groupe, à la voix timide mais chargée de gratitude, a tenu à remercier celle que le Louchois surnomme affectueusement Mama Wawote, qui veut dire la mère de tous. Nous, les filles de la maison Mazarello, nous sommes très reconnaissantes envers vous. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci pour votre générosité et votre soutien envers nous. Nous prions afin que Dieu vous protège et vous accompagne tout au long de votre vie. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2026, remplie de joie et de prospérité. Au-delà du titre et des fonctions, l'honorable Clotilde Moutita confirme une fois de plus qu'elle incarne une politique de proximité, humaine et engagée, même à plusieurs centaines de kilomètres de sa base électorale. Revenons à la marche pacifique organisée vendredi par l'Union sacrée de la Nation pour exiger notamment le respect strict de la résolution 2773. Le parti lumumbiste unifié que dirige le professeur Willy Makashi a également pris part active à cette marche en témoignant son patriotisme. C'est une mobilisation réussie du parti lumumbiste unifié. Drapeau et banderole en main, les militants, cadres et hauts cadres de cette formation politique se sont retrouvés devant la paroisse Saint-Raphaël pour une marche pacifique jusqu'au Palais du Peuple. Ce parti sexagénaire que dirige le secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makashi, soutient les efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi pour la pacification totale de la partie est de la RDC. Le PALU se réjouit par ailleurs de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis et appelle au respect strict des engagements pris. Le parti lumumbiste unifié, un parti de feu patriarche Antoine Gizenga, un parti sexagénaire, de par sa longue expérience politique, vise l'unité du pays, la préservation des fondamentaux démocratiques, la paix et la sécurité du peuple congolais. Cette vision du patriarche Antoine Gizenga, que perpétue aujourd'hui le professeur Willy Makashi, vise la défense accrue de la nation congolaise contre les velléités expansionnistes du Rwanda. La marche a été bouclée par un bref meeting dans la cour du Palais du Peuple. Place à présent, rappel des titres. Le chef de l'État instruit l'ensemble des réformateurs et contributeurs concernés à redoubler les efforts pour atteindre des niveaux, des performances conformes aux objectifs leur assignés. Félix Tshisekedi l'a dit lors du 71e Conseil des ministres. Détournement de fonds, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable mais non fondé les deux requêtes de Constant Moutamba à l'audience publique de vendredi 19 décembre 2025 organisée dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Et le mandat de la MONUSCO a été renouvelé vendredi soir à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une durée d'1 an supplémentaire. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur Banamboka Congo. Excellent week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.